Bienvenue au Mondial de l'Automobile Cru 2000. Un concept car directement issu de la compétition. Porsche n'est pas responsable de la mort de Paul Walker. Salut à tous, on se retrouve donc sur notre chaîne YouTube pour une journée plutôt événement, une journée de rêve. Une journée de fou furieux. On est dans un lieu spécifique et on est accompagné par quelqu'un de spécifique aussi qui nous accueille très gentiment, Anthony Beltoise. Voilà, salut, sur le circuit. Merci beaucoup de nous Salut. recevoir déjà ici. Bah oui, bienvenue sur le circuit Beltoise, à Trappes. C'est gentil, merci Merci. beaucoup. Et on en profite puisque, alors, même si on va bassiner nos followers avec plein d'histoires sur cette voiture, mais avant que tu t'en ailles, puisque tu as quelques minutes à nous accorder, on voulait quand même te demander ton avis, puisque tu as forcément un avis sur cette voiture, cette supercar de légende. En plus, apparemment, tu la connais. Tu l'as déjà essayé à l'époque? Depuis son origine. Ouais, en fait, j'ai eu la chance de l'essayer en 2000 quand elle est sortie. C'était un souvenir mémorable pour moi parce qu'on a essayé ça au Castellet, mais pas sur le circuit, sur l'aérodrome, parce qu'il fallait absolument atteindre une vitesse de pointe incroyable. La VMAX à Et l'époque. puis elle roulait déjà quand je suis arrivé. Je dis mais qu'est-ce qui roule sur le circuit? Il y a une F1 qui roule là ou quoi? Ah oui, d'accord. Tellement le moteur, la sonorité dans les aigus, c'était Le juste bloc incroyable. Extraordinaire. Ouais, bien sûr. Caractéristique de cette Ouais. voiture d'ailleurs, hein. C'est ce Ouais. qui a fait en partie la légende. Tu as eu d'autres occasions de la rouler Ouais, autrement qu'en ligne droite. Et ben, je l'ai roulé en début d'année. J'ai un ami collectionneur qui a la chance d'en avoir une. Ok. J'ai été l'essayer à Bourg-en-Bresse. Ok. Et là, j'ai envoyé des gros drifts et tout. C'est un sujet qu'on a Ah oui, fait à d'accord. TF1. Si vous retrouvez les images, c'était Ok. assez sympa. Drifter en carrière AGT, c'était tout sympa. Toi qui as eu une longue carrière, qui a pu essayer plein de choses, qu'est-ce qui se dégage de la carrière GT? Qu'est-ce qui fait d'elle cette légende aujourd'hui, selon toi? Bah, surtout en 2000, quand c'est sorti, c'était un ovni. C'était une Ouais. révolution de la supercar. C'est une voiture exceptionnelle. Après, moi, j'aime beaucoup parce que c'est une boîte méca. C'est une voiture, entre guillemets, un peu à l'ancienne. Ouais, c'est Mais analogique, hyper moderne. à l'ancienne, mais moderne. Voilà, C'est exactement. le bon compromis entre les deux, si on résume vite. Et puis surtout, quel look. Ouais, le look est fou. look, le moteur, c'est Ouais, tout ouais, est parfait. vraiment ses atouts. C'est le look, le moteur, le châssis. C'est une voiture vraiment. Toi qui l'as fait glisser, la difficulté, la dangerosité, tu l'as senti ou tu t'es senti à l'aise? Ouais, non, assez à l'aise, franchement. Assez à Il y a tellement, il y a- Tranquille. non, mais il y a tellement de Allez. puissance que c'est Ouais, finalement ouais. plus il y a de puissance, plus c'est facile en fait. Ouais, Et tu le- le Mais sens bien. elle se contrôle bien. Et toi Ok. qui as fait beaucoup de compétitions et roulé dans beaucoup de voitures de course, parce que même nous qui connaissons, on connaît les voitures de course, mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à faire le rapport entre cette voiture, le ressenti qu'on peut avoir dans cette voiture et le rapport avec des voitures de course, avec les bruits, les ressentis, la dangerosité. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est quand même loin d'une voiture de course, mais on a quand même Ouais. des petites sensations déjà avec les bruits de boîte. C'est ouais. vraiment voilà, on a C'est un un moteur ces bruits de boîte boîte, très présent. Ouais. Voilà, on sent que c'est Porsche a fait une auto vraiment très typée circuit en fait. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve aussi sur un circuit, parce que la genèse de cette voiture, à la base, c'est la piste. C'est la piste. Que ce soit le la moteur, que ce compétition. soit le châssis. Ouais. Et effectivement, je trouve que c'est une bonne transition, le fait qu'on se retrouve là, pour parler un peu des entrailles de ce mythe qui est la carrière GT. On va remercier Anthony. Allez, puisque bah, déjà- vous allez rouler un peu, non? Vous allez, Ah, vous allez faire miauler un peu. Oui, parce oui, que vous un êtes peu, là, un peu, un peu. On va Déjà, faire je suis un peu de arrivé, au bout de 2 minutes, il me disait, vas-y, pousse la première un peu. On va faire déjà un peu de bruit, un peu d'image, et puis surtout être sur un circuit. Déjà, c'est un rapport incroyable avec cette voiture, mais surtout, ça nous offre une certaine sécurité. Ouais, Évidemment. Parce qu'on fait souvent des essais YouTube sur route, on roule raisonnablement, mais on est Ah, quand même voilà. confronté à la circulation, aux aléas de la route. Alors que là, en fait, on va être ultra libre. Ça va être Ultra génial. libre, vous avez le circuit pour vous. C'est Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Allez. Adorable. Super sympa. Allez, à bientôt. Allez, Merci bienvenue. beaucoup. Bye bye. Fast car on the open road. Après cette petite introduction sur circuit, nous voilà à bord de la Carrera GT. Vous le savez, il y a les bruits des démarrages à côté. Je vous cache pas que depuis ce matin, quand même, là, c'est le moment où on va rouler, découvrir un petit peu ensemble ce qu'est la Carrera GT sur la route, parce qu'elle a été développée pour ça. Même si elle a une base, vous le savez, grandement développée
sur la piste aussi, au moins au niveau mécanique et puis tout son châssis, etc. On reviendra dans le détail là-dessus. Là, c'est le grand frisson là. Ah mes aïeux. Franchement, c'est un truc de fou. Je suis très excité, très excité. Alors, c'est très classe hein, de rouler en car GT. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus classe aujourd'hui, pas plus hype. Mais alors, c'est au moins la 8e fois que je vais aux toilettes pour aller pisser, parce que il y a une certaine pression qui entoure cette voiture. Il y a une certaine conduite aussi. Même si une fois lancée, finalement, ça reste une auto plutôt classique. Mais en fait, tout son environnement, tout cette aura, toute la légende qu'entoure cette voiture la rend absolument pas classique. Allez, c'est parti, j'ai mis la première, enlever le frein à main. Let's go, comme on dit. C'est parti les amis. C'est parti pour une grande séquence. Je suis très fier, vraiment, personnellement. Bon allez, nous voilà en route. Dès la première, le sourire jusqu'aux oreilles. Donc là, je suis au volant d'une des 3 cars GT sorties pour l'occasion. Et alors, c'est peut-être, certainement, la plus kiffante, en tout cas la plus jouissive à rouler, pour une raison simple, c'est que celle-ci a une ligne d'échappement spécifique. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, c'est bien évidemment le bruit que vous venez d'entendre, qui est absolument fabuleux. Le moins bon, c'est que le bruit de la car GT, ce feulement, ce miaulement si typique, est légèrement modifié. Légèrement modifié sur les 2 autres, par exemple, qui sont totalement d'origine. Je me revois, gamin, lire les essais de sport auto en Carrera GT, comparer l'Enzo, la SLR, Pagani Zonda, McLaren F1. Carrera GT fait vraiment partie des mythes de l'automobile. Petite anecdote vérifiée par nos soins hier. Le jour de la présentation presse française, ça a eu lieu sur le circuit de Mortefontaine, dans le nord de Paris. Il y avait tout un tas de journalistes qui étaient invités et l'un des journalistes, évidemment on ne le citera pas, mais pas journaliste automobile, plutôt journaliste sportif, a mis une car GT sur le toit. Donc la voiture était à peine sortie, les journalistes en avaient déjà peur et ils avaient déjà des accidents avec. Imaginez un peu, la légende était déjà en route avant même que les acheteurs reçoivent leur propre voiture. Exactement. C'est quand même dingue. Elle avait déjà cette aura. Humble. De toute façon, en car GT, tout le monde le dit. Il faut être humble. On n'est pas des pilotes. Alors on a la chance de le découvrir, de comparer, de rouler avec tout ce qui se fait de mieux dans ce monde peut-être. Et la car GT, c'est la car GT. C'est reparti, on relâche du coup lentement l'embrayage, peu de gaz, voire pas du tout. On relance le V10. Alors c'est une voiture qu'il faut, je sais pas, il faut s'engager quoi. Elle demande de l'engagement sur le passage de la vitesse. Mais après, on s'y sent bien, on a de l'espace. Avec ce bobo caractéristique qui est vraiment collé, je ne sais pas si la caméra le permet de le voir. Ah voilà, il y a quoi, 10 cm, 15 cm et c'est génialement positionné. C'est absolument parfait. Ce superbe levier de vitesse qui est un petit hommage à la Porsche 917 qui avait fait Le Mans. Le même levier de vitesse avec ce bois-là. Alors l'option était possible. Il était possible de prendre en option le levier de vitesse en carbone. Le bois, pourquoi le bois ? Le bois est là parce qu'en fait, ce n'est pas conducteur de chaleur autant que le métal. Et à l'époque, toute la boîte de vitesse chauffait dans les 917 et du coup, ça cramait la main lorsque vous aviez la main dessus. Mais le bois, du coup, étant moins conducteur, il préservait un peu la main du conducteur d'une chaleur excessive. Tout est absolument magnifique. Il y a très peu de boutons. Le bouton du traction control, si tu as envie de l'enlever, c'était cavalier quoi. On va pas y toucher. Dire au revoir à la vie. Un petit vide-poche dans lequel on peut mettre à peu près 3 €. Le pédalier, il est en alu et c'est des pièces brutes mais taillées dans la masse. Tout est brut, tout est magnifique et tout est très design. Et c'est ce qui fait que cette voiture ne vieillit pas. Il y a pas, même dans l'habitacle, il n'y a pas un élément qui vieillit. Le seul truc qui trahit peut-être un peu son âge, c'est ce que j'ai entre les mains, c'est son volant. La taille du volant, voilà, c'est les volants de l'époque. Aujourd'hui, on fait des volants qui sont beaucoup plus petits. Même dans des voitures de route classiques, aujourd'hui dans une Peugeot ou dans une Citroën, vous avez des volants plus petits, un peu plus sportifs. Honnêtement, ça n'a pas particulièrement vieilli, peut-être un peu le volant, mais tout le reste est magnifiquement fait, c'est assez épuré. Let's go! Ah putain! À la vie quoi. Voilà.
Cette voiture, c'est un peu le frisson, quoi. Cette voiture, c'est le mélange entre le stress, l'appréhension, l'aura et en même temps l'envie de la maîtriser quand même un petit peu. L'envie de tenter l'aventure. L'envie, le goût du risque un peu, mais aussi le goût de la vie finalement, du challenge. C'est voilà, c'est flirter un peu avec le danger évidemment. Mais qui n'a pas eu envie de sentir ça dès qu'il y a de l'adrénaline, du frisson, de la vitesse? C'est ça un peu le mythe de la Carrara GT. Alors vous voyez, si on doit parler du comportement moteur, on vient de le sentir. Je ne sais pas si on le voit là à la caméra, mais dès qu'on ralentit, dès qu'on est un peu bas dans les tours, la voiture broute un peu, on a l'impression de faire un peu souffrir le moteur. Tout simplement, c'est parce que, on vous l'a dit, c'est un moteur de voiture de course, littéralement, mais véritablement un moteur de voiture de course. Et les voitures de course, elles sont faites pour quoi? Elles sont faites pour faire la course. Elles sont faites pour rouler fort, pour taper dedans, pour monter dans les tours. Et ce moteur, il est fait pour ça. Il est fait pour prendre 8000, il est fait pour hurler. Et bon, ils l'ont quand même légèrement assagi pour utiliser quand même cette voiture sur route comme on est en train de le faire. Mais malgré tout, bah, sa nature première est toujours là. Et alors quel kiff! Oh là là, oh, la batte! Oh là 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 là! Et voir deux autres Carrara GT devant soi! Ah là 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 là! J'ai jamais été aussi content d'être dernier, franchement, c'est trop bien! Ah là là, et dans le rétroviseur. En fait, déjà tout seul, je serais comme un dingue. Mais quand je regarde le rétro et que je vois deux Carrara GT derrière, une rouge, une jaune, je sais pas, ça me met une claque quoi. C'est vraiment une claque. C'est dingue. En fait, c'est comme un rêve de gosse. C'est comme voir des choses qui paraissent totalement inatteignables, qui sont des icônes, qui sont monstrueuses. Et finalement, de mettre la main dessus, de se les approprier, de le faire, de pouvoir en parler. Et on en parlera encore. Pour ça, cet essai, il est aussi important. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a eu peu d'essais de Carrara GT. Il y en a eu, certes. Mais là, il faut qu'on donne une dimension incroyable aux images. C'est une grosse responsabilité aussi. Moi, ça fait 2-3 jours là que j'y pense, que je révise, que machin. C'est pas une blague. On peut pas dire n'importe quoi sur cette voiture. C'est un mythe. Cette anecdote sera peut-être personnelle, mais si on me posait la question, moi, de ce qui était mon premier souvenir automobile en vidéo, on va dire, en virtuel, ce serait la Carrara GT, tout simplement. Je me souviens de mon ordinateur dans ma chambre d'enfant. Il n'était même pas dans ma chambre d'enfant, c'était à côté, dans un bureau. Et je me souviens d'une vidéo lors de la présentation donc, de cette voiture. Je sais pas, je devais avoir 11 ou 12 ans. Et c'était sur Dailymotion. Et il y avait un Allemand, un gars qui la mettait complètement en travers, un journaliste essayeur en Allemagne. Alors évidemment, pour moi, c'était totalement du charabia. D'ailleurs, ça l'est toujours, hein, l'allemand, du charabia pour moi. Mais c'était du charabia complet. Mais le gars la mettait en travers dans les montagnes, avec la résonance contre les montagnes. Et j'étais déjà profondément passionné de voiture à ce moment-là. Mais je pense que ça a renforcé ma passion. Et ce jour-là, je me suis dit, mais il faut que je conduise une fois une Carrara GT dans ma vie. Il faut que j'essaie ça un jour. Et c'est pas la première fois aujourd'hui, mais c'est arrivé que tardivement. Et à chaque fois, c'est aussi excitant. Alors, je ne les conduis pas comme ce mec. Allez la trouver sur internet, elle existe encore cette vidéo. Alors, elle est de très mauvaise qualité, mais elle existe encore. Et il suffit juste de mettre le son. Les images sont dingues, le mec la met en travers. C'est impressionnant, bravo à lui. Il regardera peut-être jamais la vidéo qu'on est en train de faire. Et de toute façon, il comprendra sûrement rien. Mais franchement, merci à lui, je sais pas qui c'est. Merci à lui parce que lui, il a forcément généré des passions. Congratulations, Tu Pierre. rigoles. You're a lucky bastard owning a Carrara GT. I missed the opportunity 10 years ago. Ah, c'est bien cette vidéo-là? I'm a sad Mais oui, guy. c'est cette vidéo. So it's one of the best cars ever built, in my opinion, because of Le mec te répond very quoi. special Le engine, mec s'adresse à toi. Ils l'ont center of fait. gravity and overall drivability. So it's, for me, the car fits like a glove, and I definitely Ah bah lui il conduit. not Lui il a un understand bon coup de how volant. anybody can argue or telling that this car is difficult to drive. Même So, look. Il s'est coupé les cheveux. I don't know. So if you want to have a spin, please let me know. I will come to Mais c'est France. énorme, vous avez fait comment? No problem. Take care.
C'est trop drôle. Ah, il rigolait pas du tout, lui. Qu'on sait concrètement, c'est qu'à la fin de la production, donc c'est-à-dire vers 2006-2007, à la fin de la production de la Carrera GT, il y en avait 30% déjà détruites ou accidentées. Ouais. Et bon, je vous laisse faire le calcul, hein. C'était il y a quand même quasiment 20 ans. Bon, évidemment, depuis, malheureusement, il y en a qui ont été accidentées et détruites. Donc la production aujourd'hui, le nombre de Carrera GT en bon état et non accidentés au monde, on devrait pouvoir l'estimer à 700, 800, peut-être 900 maximum voitures. Ouais. Donc ça en fait une voiture extrêmement rare. Finalement, on dit souvent, et nous on le dit à nos clients et on le dit lorsqu'on présente des voitures au garage, on dit souvent qu'une véritable série limitée, c'est une voiture produite entre 500 et 1000 exemplaires. Finalement, cette voiture, au tout départ, elle n'était pas vraiment limitée, elle n'était pas dans cette catégorie-là. Ouais. Mais maintenant, c'est sûr et certain qu'elle y est. Allez, on y va, le reste. Wouhou! Ce moteur, mais on sent que c'est la compétition, on le sent dans ses vibrations, dans son timbre. Il a envie de vivre, il a envie d'être dans les tours, il a envie de gueuler. Mais... Et nous aussi avec lui en fait. Qu'est-ce que c'est? My gosh, comme ils disent les Anglais. Putain. J'adore. J'en veux encore. Ah putain, et en même temps, faut pas se laisser trop griser avec ça parce que vite fait de faire une connerie. Il faut être attentif à tout dans cette voiture. Le moindre détail, le régime moteur, tout, c'est comme une voiture de course. Il faut être attentif, concentré. Même là, de parler, de raconter tout ça, c'est compliqué parce que ça nécessite de faire autre chose que de conduire et d'être concentré sur ce qu'on fait. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais en même temps, c'est ce qui fait le sel de cette voiture. Il y a un anti-calage. Je précise parce que vous voyez, là, j'étais très bas dans les tours pour passer un Dodane. Et la voiture a remis un coup de gaz toute seule pour empêcher la voiture de caler. Alors que j'ai pas du tout accéléré. Parce que en fait, avec cette voiture, si vous accélérez, si vous cherchez à démarrer un peu comme une voiture normale, c'est là que vous calez en fait. Alors, on critique beaucoup cet embrayage. On le critique beaucoup, on en entend beaucoup parler. Les clients à qui on les a vendus, ça a été la première chose sur laquelle ils ont buté. Moi, je me rappelle encore d'avoir livré une Carrera GT et à la montée de moteur essence. J'avais beau avoir eu expliqué plusieurs fois comment il fallait s'occuper de cet embrayage. Le client, il a calé 7-8 fois. Il était en panique alors qu'il venait d'acheter la voiture. Donc, c'était une séquence un peu compliquée. Oui, effectivement, les premiers mètres en Carrera GT, il y a un temps d'adaptation. Et il faut le respecter, cet embrayage. Il n'a pas un usage habituel. Mais il permet aussi d'avoir, en fait, ce qui fait aussi peut-être une grande partie de l'ADN de cette voiture. Donc en fait, on a une boîte qui est rejetée à l'arrière, donc évidemment la commande est toujours au même endroit, une boîte mécanique, mais son embrayage en fait vient être sous l'axe des roues arrière. C'est-à-dire que il y a quelques centimètres de la route. Une dizaine de centimètres de la route. Hallucinant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, voilà, c'est une implantation connue. On a la commande devant et on a la boîte derrière, et elle se trouve vraiment très basse sous l'axe des roues arrière. Et l'embrayage, le disque, ainsi que ses mécanismes pèsent environ 3,5 kg. 3,5 kg. Normalement, ça fait genre 7 kg sur une voiture à peu près normale. C'est en fait l'équivalent d'un embrayage de moto. Mais sauf qu'un embrayage de moto, il supporte 100, 200 chevaux maximum. Ouais. Là, on a un embrayage de moto, alors amélioré évidemment, j'extrapole, qui supporte 600 chevaux. C'est hallucinant, c'est incroyable. Il y avait pour rentrer dans le détail, mais il y avait un reportage à l'époque de Sport Auto. Porsche avait invité les journalistes à découvrir les ateliers qui créaient en fait les Carrera GT. Techniquement, par exemple, le disque céramique carbone qui donc compose l'embrayage de cette voiture est découpé par un jet de pression à 2000 bars dans la pièce en carbone complète. Et en fait, ça permet en fait d'abaisser le centre de gravité de cette voiture, du coup est effectivement très bas, et ça permet aussi d'avoir tout le tempérament mécanique de cette auto, puisque qui dit embrayage très petit avec des masses très faibles dit une inertie extrêmement basse. Ça a été réfléchi au départ dans le concept de mettre une boîte séquentielle, et Walter Roll, qui est le pilote de développement de cette voiture, l'a totalement refusé. Merci à lui, c'est un puriste, c'est ce qui fait la légende encore une fois de cette voiture. C'est une boîte méca associée à un V17 Mo. Le moteur prend des régimes, des tours à une vitesse hallucinante, et donc dès que vous débrayez, perd aussi totalement ses tours. Donc vraiment ça chute d'un coup, ça monte très vite et ça redescend très vite. Et en fait c'est super étonnant, mais c'est aussi jouissif, et ça fait partie encore une fois de cette voiture et de son utilisation. À l'époque, quand on lisait les magazines, notamment Sport Auto, les journalistes n'avaient qu'un mot à la bouche,
c'était le CX, c'était le coefficient de pénétration dans l'air. C'était vraiment, à chaque fois on en parlait. Aujourd'hui, dans les articles qu'on lit ou alors dans les vidéos YouTube, on en parle très très peu. Parce qu'à l'époque, vraiment, on était à la recherche d'une voiture qui pénétrait le mieux l'air possible, tout en ayant de l'appui. C'était l'apparition de l'aéroactif, comme cet aileron à l'arrière. Écoutez-moi ça. Oh là 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 là. C'est aussi les prémices des gros diffuseurs. Oui, et de l'aéro. Et de l'aéro-actif avec cet aileron. Aujourd'hui, de l'aéroactive, il y en a absolument partout, chez Lamborghini, chez Porsche, chez McLaren. C'est la base d'ailleurs des performances. Mais un aileron, déjà un aileron, c'était quand même assez rare. Un aileron qui se lève et qui augmente l'appui en fonction de la vitesse, c'était quand même, pareil, une innovation. Mais il y a aussi toute la folie qu'on pourrait trouver habituellement chez les Italiennes. La passion, ce qui fait lever les poils sur les bras. Il y a les deux dans cette voiture. Et pourtant, c'est une caisse de piste à la base. Ils ont fait une dinguerie. Allez, je suis derrière, je peux mettre un peu de gaz, pas trop quand même. Et les coûts d'entretien. Voilà, nous, en fait, qui achetons et vendons ces voitures, on peut vous dire aujourd'hui qu'entretenir une Carrera GT tous les 2 ans, c'est un billet qui va coûter entre, allez, si tout se passe bien, 5 000 et ça peut monter s'il y a... alors, il y a les arbres à cam parfois qui se corrodent, un embrayage, etc. Il y a quelques points à vérifier, mais ça va vous coûter entre 5 et 25 000 euros maximum dans les bonnes adresses avec le bon taux de main d'œuvre. Et donc, c'est des voitures en plus qui sont suivies, sur lesquelles Porsche effectue des rappels. C'est le cas actuellement, d'ailleurs, ils en parlent toujours. Et donc, des voitures qui continuent de vivre et continueront de vivre parce que la marque est forte. C'est vraiment un très bon achat et je suis certain que s'il y a des voitures qui, même si on n'aime pas parler de finances, doivent un jour toucher les sommets, la Carrera GT est une icône que tout passionné connaît. L'avantage avec cette voiture chez Porsche, c'est qu'on a des pièces, c'est qu'il y a du SAV, c'est qu'ils suivent les autos, il y a des campagnes de rappel. Donc on est suivi, on est vraiment chez Porsche. Et alors même à bas régime, on sent quand même le couple, hein. C'est un moteur de Formule 1 avec un couple de camion, quasiment 700 Nm, uniquement sur les roues arrière. Juste avec un anti-patinage, pas de SP, donc évidemment, c'est dangereux, ça nécessite là aussi d'être ultra concentré. Vous voyez là, quand on commence à monter dans les tours à 3, 4, 5, on sent que le moteur commence à vivre, vraiment. Avant ça, il tout saute, il s'étouffe. Frein céramique, l'attaque de frein est bonne. Une fois qu'ils sont chauds, 380 mm à l'avant, c'est énorme. On a des pneus en 19 à l'avant, en 20 à l'arrière, des jantes en magnésium. Et la voiture, ça sent aussi qu'elle est légère. Fait que cette voiture fait 1380 kg. La coque seulement 100 kg. 100 kg, donc la coque, c'est ce qui tient l'habitacle. Donc c'est de là jusqu'ici, jusqu'aux arceaux. Ça fait 1,50 m de long, ça ne fait que 100 kg. C'est une capsule en carbone qui déjà permet de gagner du poids, mais aussi sécurise les passagers. Parce qu'en fait, on parle souvent du carbone comme une technologie permettant de gagner du poids, mais c'est aussi beaucoup plus sécurisant sur les voitures. Et c'est vrai qu'en plus, en termes de comportement dynamique derrière, on a vraiment, on le sent quand on a une monocoque carbone, c'est plus rigide. Et donc, c'est une voiture qui s'inscrit mieux. Et la légèreté, c'est quand même un absolu avantage, contrairement à ce qu'on dit généralement maintenant des voitures modernes qui effectivement amènent beaucoup de technologies aussi, ont souvent des monocoques carbone, mais les hybridations, les aides électroniques, l'environnement ultra polyvalent finalement crée des autos qui se rapprochent souvent, même pour des supercars, d'une tonne 6, une tonne 7, une tonne 8, très souvent, qui sont très éloignés. Beaucoup plus souvent maintenant d'ailleurs. Très éloignés de ce qu'on faisait. 15 445 km. Mais je sais, hein, le client, il s'est séparé de cette voiture. On vient de lui racheter. Mais comment? Hey j'espère qu'il nous regarde, mais comment on peut se séparer d'un truc pareil? Et pourtant, il y en a qui le font. Et grâce à eux, on peut faire cette vidéo. Oui. Mais c'est vrai que honnêtement... On va pas les blâmer d'ailleurs, ceux qui vont leur Carrera GT. Mais ces gens-là, ils ont voulu cocher cette case parce que c'était mythique, iconique. Et derrière, effectivement, en termes d'usage, de polyvalence, et puis c'est des grosses immobilisations financières. C'est pas forcément évident, comme sortir une 458 spéciale, c'est un vélo. Ah oui, ça, effectivement, il y a beaucoup plus de contraintes. Mais lorsqu'on commence à unir l'homme et la machine, c'est vraiment ça, c'est l'union de l'homme et la machine, cette voiture. L'adrénaline que génère cette voiture, l'excitation mêlée à la peur, à la contrainte en fait, ça rend chaque moment particulier. C'est impossible de se lasser d'une voiture comme ça en fait. Achetez ça, la garder 40 ans, mais peu importe, à chaque fois que vous allez la démarrer, vous aurez une vibration complète.
Alors à l'intérieur, on peut parler du bruit de ce moteur qui fait sa légende. Ça fait... Ah, ça fait un bruit de malade. Et c'est très fin, c'est très beau. Ça fait plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oh là 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 là. Les aïeux. Ah, ah. On a envie de rouler fort. Elle aussi, elle a envie. Elle a envie qu'on lui tape dedans. Mais en même temps, la plage d'utilisation est très complexe. Parce que bas dans les tours, donc en utilisation normale, la voiture n'aime pas. Haut dans les tours, en utilisation rapide, la voiture est dangereuse. Même des pilotes, même des grands pilotes ont peur de cette voiture. On dit que c'était une voiture effrayante pour reprendre leur terme. C'est ça qui est incroyable. Ah, merci d'ailleurs à ce client qui nous a rejoint pour diversifier. Oh, oh oui, pour régaler les oreilles et aussi diversifier un peu les couleurs. Là, on n'a pas rigolé là. Alors pourquoi ce bloc moteur fait la légende de cette voiture pour sa sonorité? On l'a clairement entendu. Moi, ça me fait penser. Alors Pierre, il va parler des chats parce qu'il adore les chats, Pierre. On retrouve vraiment le miaulement caractéristique de cette voiture. Moi, je vais parler des chiens. Je préfère les chiens. Ça me fait penser, vous savez, à une bande de huskies. Vous savez, quand ils tirent les traîneaux là, et quand ils commencent à se chauffer un peu le matin, avant de partir en balade, ça hurle, ça aboie comme moteur. Merci. Oh là 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 là. Ah, le passage de la 3 à la 4, c'est rapide, c'est facile. Oh là là. Putain. Ah ouais, putain. Arrête. Je vois l'autoradio, je sais même pas pourquoi il est là. C'est justement, je pense qu'ils ont mis ça pour prouver qu'ils voulaient faire une voiture pour la route, sinon personne ne les aurait cru à mon avis. Tout le monde leur aurait dit, bah attendez, vous avez fait une voiture de course, ça sert à rien. Il n'y a que l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel dans une voiture? Un volant, boîte de vitesse, un moteur de malade mental, une ligne exceptionnelle. Et puis c'est tout, après démerdez-vous. Et c'est ça qu'on aime. Laissez-nous nous démerder un peu, alors pas trop avec cette voiture. Mais il faut parler évidemment du châssis. On vous l'a expliqué, c'est une voiture qui a été conçue comme une voiture de course et c'est une voiture de course. C'est une voiture de course domptée, à moitié domptée d'ailleurs. C'est une voiture de course qui a été légèrement adaptée pour la route et pas l'inverse. C'est pas une voiture qui a été faite pour la route et qu'on a radicalisée contrairement à la plupart des voitures de sport que nous vendons d'ailleurs. Techniquement donc, une carrosserie tout en carbone. Ouais. Également en carbone, vous avez les freins céramiques, la première fois qu'ils sont de série sur toutes les cars GT. Ils font 380 mm. C'était une option sur les turbos à l'époque. Exactement, ils font 380 mm. C'est énorme pour l'époque, c'est gigantesque d'ailleurs. Ça n'a jamais été fait. Les jantes aussi sont en magnésium. Ouais. Donc vous avez sur l'ensemble de cette voiture beaucoup d'avancées technologiques. Et ce qui ne se voit pas, c'est quelque part le plus important sur cette auto, c'est sa structure. On a un châssis carbone et là un procédé extrêmement intéressant et extrêmement rare jusqu'alors. Porsche voulait, comme sur une voiture de course, implanter en fait que le moteur soit porteur. Donc en fait, le moteur, c'est ce qu'ils annonçaient d'ailleurs. Exactement. Sauf comme que sur une F50 par exemple. Ça engendre des tremblements, beaucoup de complexité à l'usage pour un usage plus régulier. Et du coup, ils ont voulu rendre la chose plus polyvalente et plus facile. Du coup, ils ont inventé. Ils ont innové. Une seconde partie, une sorte de faux châssis dans lequel vient s'encapsuler le moteur et les suspensions. Et ce faux châssis est également en carbone. La plupart du temps, en fait, les voitures, elles ont des faux châssis qui sont en alu ou en acier. Là, la voiture a sa coque en carbone et ce faux châssis, entre guillemets, qui vient en fait se fixer par 12 boulons sur cette partie arrière et qui vient encapsuler le moteur et les suspensions. On entend les bruits de pignon. Ça, c'est vraiment un truc de voiture de course. C'est un truc qu'on ne trouve pas dans les voitures de sport dociles qu'on connaît sur le marché, qu'on vend nous en tout cas chez Moteur Essence. C'est très très rare. On l'entend un tout petit peu dans les GT3 RS, par exemple les 997 GT3 RS, phase 1, phase 2. On entend un petit peu parce qu'ils ont enlevé beaucoup d'insonorisants dans ces voitures et du coup on entend un peu les bruits de pignon.
Mais sinon, ça, c'est vraiment typique d'une voiture de course. C'est vrai qu'elle fait des bruits de pignonnerie quand même quand on n'est pas dans les tours, on sent qu'on l'emmerde. On sent qu'elle n'est pas faite pour ça, on sent qu'elle dit ah, vas-y, laisse. Allez, tu veux pas augmenter un peu le régime, s'il te plaît? Ok, je le fais. Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est réactif? Oh la vache. Non mais, oh là là, mais écoutez ça. Oh là 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 là. C'est dingue. C'est hallucinant. Donc conduire une Carrera GT, oui, tous les jours, non. Mais régulièrement, oui, plutôt 2 fois qu'une. Tous les week-ends, si Dieu le veut. C'est une voiture qui vous met au défi en fait, sans arrêt. Même en roulant tranquillement, même en étant à l'arrêt presque. En fait, elle vous lance des défis. Alors sous la pluie par contre, hein, même Walter Roll, qui est quand même un malade, gagné plusieurs fois championnat du monde en WRC, etc., dit que sous la pluie, cette voiture, elle est dangereuse. Il dit déjà qu'elle est dangereuse en général, mais alors que sous la pluie, c'est une autre paire de manches, je veux bien le croire. Le toit, c'est ridicule, il est facile à enlever, facile à disposer. C'est là où c'est allemand, entre guillemets, c'est là où en fait c'est bien pensé, c'est simple et facile, c'est bien fait, vous avez une petite lanière pour le tenir. Sous les mousses ici, ben, vous avez du coup la coque et sous la mousse centrale, sous en fait ces deux parties, vous avez le code option qui à l'époque prenait place sous les capots et maintenant en fait il se trouve sous les petites mousses que vous voyez là et c'est plutôt bien fini, hein, c'est assez cossu. Ouais, c'est beau, ils ont voulu faire un truc quali, vraiment. Et puis les jantes aussi, il y a les écrous d'un côté qui sont d'une couleur et puis de l'autre côté comme les voitures de course. Bon, vous verrez aussi le contacteur à gauche évidemment pour démarrer la voiture comme à l'époque puisque les mecs quand ils montaient au Mans en fait il fallait qu'ils puissent mettre une main sur la boîte de vitesse et en même temps démarrer la voiture. Donc c'est de là que ça vient. Tout ça avec une clé spécifique, ils n'ont pas fait d'économie d'échelle Porsche à l'époque sur cette voiture, ils n'ont pas pris la clé d'un Cayenne ou la clé d'une 996, ils ont fait une clé spécifique qui semble, alors elle est en plastique par contre, hein, mais qui semble être taillée dans la masse, elle aussi, c'est magnifique. Voilà, je viens de croiser un gars, bonne journée, qui s'arrête pour faire des photos, il connaît, il dit une c'est rare, mais alors 3 j'ai jamais vu ça, bah nous non plus d'ailleurs. Bah, en fait, qu'est-ce que c'est de conduire une Carrera GT? Bah, c'est génial. C'est à la hauteur. Vous savez, quand vous rencontrez parfois vos héros ou vos rêves, vous êtes déçus en fait. Quand vous les touchez du doigt, finalement, ils sont plus aussi palpables. Ils sont plus aussi, impalpables. Ils deviennent pauvrement inscrits dans le réel. Et des fois, en fait, il y a plein de clients, même quand ils réalisent un rêve d'acquisition, finalement, je sais pas, ils sont déçus. Là, on touche un rêve de gosse, de malade. Et croyez-moi, c'est aussi bon que dans les rêves. C'est même meilleur. Et il y a peu de voitures qui savent procurer un truc pareil. Aucune peut-être. Mais c'est un truc de malade mental. Waouh! Oh, le pied! Ah ouais, là on sera. Mais c'est hallucinant. Bon alors nous voilà partis sur le circuit Jean-Pierre Abel-Thoise qu'on remercie encore une fois d'ailleurs pour l'accueil. Et alors si on est sur ce circuit, c'est pas pour faire les cons, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est justement pour découvrir davantage cette voiture et pouvoir monter dans les tours parce que c'est encore une fois un moteur de voiture de course. Et vraiment exploiter un moteur de voiture de course sur route, malheureusement, c'est compliqué. En fait tout part finalement d'un ersatz de l'histoire. D'un bug. Vous avez un moteur de F1 avec alors c'était je crois que c'était Footwork Arrows qui développe à l'époque en collaboration avec Porsche un moteur de F1 et Porsche est motoriste pour cette écurie. Ah voilà, et à l'époque c'était déjà le grand Metzger qui opérait sur les moteurs mais malheureusement avec peu de succès en F1. Ils sont pas revenus d'ailleurs depuis. Hein. Et derrière, en fait, vu qu'ils ont abandonné le partenariat en F1, Arrows a arrêté de travailler avec eux, ils ont développé derrière ce bloc moteur, ils l'ont repris pour le LMP2. Ils reprennent ce bloc moteur qui faisait à l'époque 3,5 litres pour le passer en LMP 2000. Et du coup, ils montent à 5,5 litres. Et à 5,5 litres,
le proto, lui aussi, est abandonné. Alors, Ferdinand Pièche a dit à l'époque, je crois que c'était un projet qu'il préférait laisser tomber, changement de réglementation en plus, donc encore une fois, un moteur abandonné en cours de route. Et puis c'était la sortie du Cayenne, Porsche avait besoin de miser à fond sur le Cayenne. Il y a la nouvelle usine de Leipzig qui se lance. Le SUV, au départ le plus moche, je pense, du monde, Oui. À côté d'une des plus iconiques supercars de l'histoire de l'automobile. Et voilà, Ce qui est rigolo, c'est que ce qui a rendu Porsche presque une marque premium, ce Cayenne, ouais. parce que bon, on en parle souvent dans nos stories, vous qui nous suivez, Porsche est devenu petit à petit, en tout cas, à développer sa gamme premium avec le Cayenne, le Macan, le Taycan, etc. Et au même endroit a été fabriquée l'une des plus légendaires Porsche de l'histoire. Donc c'est un petit clin d'œil, c'est pas mal. Et là, il voit que Ferrari Enzo, Mercedes SLR, Bugatti Veyron sont en préparation. Et plutôt que jeter ce moteur à la poubelle, paf, les années 2000, salon de l'auto. Et là, il y a Walter Roll qui arrive et qui développe le projet. Et qui dit, mais moi, voilà, on prend ce moteur, on le met dans l'auto, moi je veux une boîte méca. Il n'y a pas de SP. Il y a un traction control, mais il n'y a pas de SP, putain. Il descend les Champs-Élysées en 2000. Il donne rendez-vous à 6 h du matin aux journalistes en leur disant « On a un truc à vous montrer. Les gars, rendez-vous à la pyramide du Louvre. On a un truc de malade à vous montrer, vous n'êtes pas prêts. » Les gars, à 6 h, ils y vont tous. Et là, qu'est-ce qui descend les Champs-Élysées qui arrive à la pyramide? Le proto de la Carrera GT. C'est qu'un proto, il y avait des différences. Oh là 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 là. Wouhou, 8000. Oh là 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 là. Non mais faut que j'arrête, À l'époque, ce moteur, il fait 557 chevaux. Il ne fait pas encore 612 chevaux comme sur le concept final. Il y a un espèce d'écran un peu numérique, futuriste qui n'est pas terrible. Il y a 2-3 trucs en fait qui vont changer. Et quelques années plus tard, effectivement, la production, parce que Porsche reçoit pendant le salon de l'auto plus de 500 demandes. Et c'est ce qu'il fallait pour lancer le projet définitif. Et le voilà sous nos yeux, produit de 2003 à 2006 et environ 1250 exemplaires. Et putain, pardon pour le langage, mais écoutez ça. Ça c'est la vie. Oh là 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 là. Maman. D'ailleurs, je sais qu'elle regardera peut-être cette vidéo. T'inquiète pas, maman, je fais attention, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, mais quelle sensation, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et alors, c'est compliqué de ne pas avoir le chétan dans ces conditions-là. Alors à l'époque, on n'était pas encore au downsizing, donc on ne cherchait pas à faire des V6 biturbo. C'est quand même un V10 qui est volumineux, qui est assez lourd. De mémoire, il fait 240 kg. Il fait 247 kg. Voilà, 247 kg. Donc il fallait le mettre le plus bas possible. Et pour ça, ils ont encore une fois innové. Ils ont modifié déjà alors l'angle d'ouverture, l'angle du moteur. Et ça, c'est dans le développement initial aussi. Il fait 68 degrés, parce qu'à la base, c'était une voiture de course et les échappements étaient latéraux. Et donc du coup, ça permettait de libérer de l'espace sur le côté. Et donc du coup, aujourd'hui, ça nous fait effectivement un moteur implanté. En fait, le vœu, c'était de l'implanter le plus bas possible, comme vient de le dire Pierre, parce que plus les masses sont basses, plus le comportement est dynamique et sportif. Et ce qui a permis une implantation aussi basse, c'est ce qui est souvent décrié dans cette voiture et qui finalement fait partie intégrante de son ADN, c'est sa boîte de vitesse. C'est l'embrayage. Ce bloc moteur, on sent vraiment, il a des origines de Formule 1. Et après, il fait du proto. Est-ce que ça, c'est pas le plus beau témoignage de la voiture analogique par excellence? Une boîte méca, un moteur Atmo, un V10. Il n'y en a plus aujourd'hui, il n'y a plus ça. La mission E, c'est de l'électrique. Moi, je vous invite à regarder la vidéo de Harris Garage, qui est donc un des essayeurs de Top Gear, qui à un moment
ont décidé d'élire la voiture analogique la plus incroyable jamais faite, qui couvrait une vingtaine d'années et peut-être donc du coup, avant trop d'hybridation, trop de polyvalence, la voiture qui éveille le plus les sens. Et en fait, cette voiture-là, ils la comparent avec une McLaren F1. Ils estiment qu'entre la McLaren F1 et la Carrara GT, c'est peut-être les deux autos qui se distinguent au-delà des Pagani Zonda, au-delà d'une Murcielago SV, au-delà de ces autos-là. Ces voitures-là sont la perfection d'une époque qui associait des moteurs purs, un V10, qui associait des boîtes mécaniques et qui associait des conduites peu assistées, où vraiment le conducteur est purement et 100% engagé dans ce qu'il fait. Ce sont des représentations d'une époque. C'est un âge d'or de l'automobile pour moi, cette Carrara GT. Une voiture, une sorte de mélange entre une Formule 1, une voiture du Mans et une voiture de route, un parfait mélange. Tout ça saupoudré de technologie et tout ça saupoudré d'une génération de voitures qui est parfaite. Les années 2000 quoi. Voilà, je parle déjà comme un vieux et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps. Franchement, on peut être fier d'avoir vécu la sortie de ce genre de voiture. La parfaite représentation de cette génération de voitures, parfaitement couplée avec la rigueur allemande et les techniques de pointe de l'époque qui étaient les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on invente finalement plus grand-chose. Il y a eu une révolution dans les voitures il y a peu avec l'hybridation. Mais avant ça, les révolutions, c'était des mini-révolutions avec de l'apparition de carbone, de Kevlar, de petits trucs, des toutes petites inventions qui permettaient l'amélioration. Et cette voiture en est remplie. On n'a même pas parlé des performances. Cette voiture, c'est 330 km/h. C'est 0 à 100, 3 secondes 9, 0 à 200, 9 secondes 9, 1000 mètres départ arrêté, 20 secondes. À l'époque, le 1000 mètres départ arrêté, c'est ce que tout le monde voulait. Ouais. La Enzo le faisait en 19,6, comme la TVA de l'époque d'ailleurs. Attention, c'était pas 20. Ils disent, OK, on a un moteur, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met directement sur le châssis? Est-ce que le moteur devient porteur? Et en fait, ils se rendent compte que c'est une solution qui est trop radicale, que la voiture va beaucoup trop vibrer. Ça va pas être possible sur un usage régulier, pas quotidien, mais un usage un peu régulier. Du coup, ils se ravisent et là, ils développent une solution ultra innovante avec 70 brevets. Porsche a déposé 70 brevets, plus de 70 brevets pour développer cette voiture. Donc, encore une fois, on l'a souvent dit, les supercars, les hypercars, parfois on se dit que c'est des délires d'ingénieurs, mais en fait, c'est des laboratoires de développement. C'est ce qui permet de développer aussi toutes les voitures de route ensuite et toute l'industrie automobile. Voilà. Ils font une sorte de faux châssis qui vient encapsuler le moteur et se fixer sur la coque existante. Ouais. Cette coque-là en carbone, vous retrouverez ça sur quasiment aucune voiture au monde. Cette coque qui vient encapsuler le moteur, c'est vraiment spécifique à la Carrara GT. Vous avez donc effectivement les suspensions développées par Sachs à l'époque et qui sont des suspensions à basculeur inboard. Elle aime pas rouler doucement. Elle aime pas ça, regardez. C'est horrible, j'ai failli caler à 60 km/h. Je pense qu'il faut se calmer là. Moi je pense qu'il faut se calmer. Oh, ça fait peur. Sérieux. La voiture me fait peur et je me fais peur aussi parce que vraiment, ça donne envie de faire n'importe quoi. Donc ils font ce châssis tout en carbone, il fait 100 kg. La cellule dans laquelle je me trouve là, ça fait 100 kg. Le moteur, il fait 245 kg. Cette voiture fait 1385 kg pour 612 chevaux atmo. Parce qu'ils ont passé le moteur ensuite de 5,5 litres à 5,7 litres. Ils l'ont rendu plus civilisé certainement. L'avantage de cette boîte méca, je l'ai dit déjà, mais ça pèse rien. Du coup, il y a des montées en régime, des descentes au niveau du volant moteur qui sont extrêmement rapides. Ça donne un côté très aérien à la mécanique, très rapide, très pur. Ça fait vraiment partie intégrante du tempérament de cette bagnole. C'est de cette œuvre d'art, bagnole, œuvre d'art. Vraiment,
Là, on a un fond plat qui est énorme, qui est aussi long que la voiture, qui vient aspirer la voiture, coller la voiture au sol, exactement comme les voitures de course. C'est pour ça qu'ils parlaient beaucoup de VMAX d'ailleurs quand ils ont proposé la Carrera GT qui prend 330 km/h, mais aussi parce qu'ils ont pu s'affranchir des règles des voitures de course classiques qui ne permettaient pas en fait de développer la partie diffuseur. Le diffuseur s'arrêtait en fait à la partie arrière de l'auto et maintenant en fait tout le diffuseur est intégré et permet d'avoir un flux d'air qui est plus efficace. C'est pas possible, sérieux. C'est pas possible d'aimer les bagnoles, putain, c'est pas possible. Faut aimer autre chose. Pourquoi j'aime pas le... Je sais pas, moi, les plantes vertes. Et je me souviendrai toute ma vie de ça, toute ma vie. Oh non mais... Ah ça valait tous les sacrifices. Bosser 6 sur 7. Putain mais vivre ça. Ah là j'en ai les frissons sur les bras, putain. C'est ouf. Ah. Woo. Rock and roll. Franchement, l'apogée est atteint. C'est l'adrénaline, on peut cocher la gueule. Ça, c'est une légende. Ça, c'est un monument. C'est une œuvre d'art. Dans tous ses aspects, en fait. La conception, l'histoire, le moteur, le châssis, toutes les anecdotes sont légendaires. Ah, ça va, dingue. Et ça. Oh là 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 là. Allez. C'est un rêve, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Allez, fin de journée. Journée plutôt inoubliable. On vous a beaucoup parlé, on a beaucoup roulé, on s'est amusé, mais franchement, on a réalisé des rêves de gosse. Un rêve, vraiment, des rêves de gosse. Rêve de gosse. C'est vraiment. Moi, je voyais cette voiture à l'époque, vraiment, encore une fois, dans les pages de magazines. Jamais j'aurais imaginé pouvoir rouler, profiter, expérimenter, découvrir, conseiller aussi, et finalement vivre réellement l'expérience de la Carrera GT, parce que c'est une expérience à 100% unique. Cette Carrera GT, elle nous a tous les deux fascinés. Je suis ravi d'avoir partagé ça avec tout le monde. Après, tout ça, c'est une prouesse, mais il y a aussi une petite part de magie. En fait, c'est un ensemble. Il y a tellement d'éléments. Il y a tellement de critères. On vous a parlé de tous les points sa techniques, genèse, de tous les points historiques. De son vécu, de son tout histoire. Ça, c'est un mélange. C'est presque comme un être humain. On rencontre, on fait des choses, on apprend des choses. C'est un mythe. Et voilà, c'est exactement ça. Et c'est un mythe. Et c'était déjà un mythe à sa sortie. Je rejoins Silver. On ne se connaissait pas à l'époque, on lisait les mêmes magazines, on regardait les mêmes vidéos sur Dailymotion à l'époque, les premiers essais allemands, anglais de cette voiture. Combien de fois on a regardé l'essai Top Gear de cette voiture qui est
phénoménal où Clarkson a limite les larmes aux yeux. Mais franchement, ça façonne aussi une passion automobile. Et il y a des moments d'histoire dans la passion automobile ou dans d'autres passions d'ailleurs. Hein. On n'est pas obligé de parler que de voitures, mais il y a des moments d'histoire comme ça qui font que vous restez passionné et obsédé de quelque chose. Ça crée des trajectoires. Et nous, c'est notre cas, exactement, ça crée des trajectoires. Et peut-être que cette car AGT, c'est peut-être aussi en partie grâce à elle qu'on a créé Moteur Essence, qu'on est là où on est, qu'on vend des voitures, qu'on continue d'être passionné. Et donc on peut la remercier, on peut remercier Porsche pour ça. On peut remercier également le circuit Jean-Pierre Beltoise Oui. De nous avoir reçus ici, de nous avoir accueillis. Ça nous a permis de rajouter une touche supplémentaire. C'est pas très loin de Paris, c'est super accessible. Ils ont été extrêmement sympas avec nous. Et puis on a pu vraiment profiter. Anthony pour son petit point, son avis de pilote, parce que nous on connaît les histoires, les techniques, mais parfois on a aussi besoin d'un point de vue approfondi. Et Anthony, en plus, il a connu véritablement de l'intérieur la sortie de cette voiture, la présentation, les essais presse. Donc voilà, il a pu nous en parler encore mieux que nous, en tout cas. Exactement. Et merci à ce client aussi qui nous a rejoint pour voilà, rajouter un petit panaché de couleurs. Pour quelques kilomètres. Quelques kilomètres de vie intense, parce qu'il avait le sourire lui aussi. Et voilà, on espère que vous tous aussi aurez le sourire en regardant cette vidéo. Ça a été très important. Moi, j'en ai pas bien dormi la veille. Ouais. Je me suis dit, il faut que ça soit marquant, il faut que ce soit exceptionnel, il faut que les images le soient aussi, il faut que ce qu'on dise témoigne de ce qu'on aime. Première fois qu'on prépare autant une vidéo, on a révisé, on a même des anti-sèches avec Silver. Ouais, et puis on a eu un plan. Merci à Sébastien, merci à Lucas, merci à Esteban, merci à tous les gens qui ont fait cette journée possible. Merci à toi, Jordan. Jordan, juste derrière cette caméra. Et maintenant, écoutez, on se retrouve. Donnez-nous en commentaire, dites-nous en commentaire le sentiment, ce qui vous anime, ce que vous avez pensé de cette vidéo. On espère sincèrement que vous aurez été touché. Est-ce que vous pensez de la car AGT? Ce que vous pensez de la car AGT. Voilà. Alors, qu'est-ce que sera la prochaine? Alors là, franchement, il ne va pas falloir être trop exigeant. On fera ce qu'on pourra. Si un propriétaire de Pagani Zonda 5, peut-être qu'on pourrait envisager la chose. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez qu'on essaie vos voitures. mais commercialement, déjà, c'est un bonheur à vendre. Ces historiques sont limpides pour ces deux autos. Elles sont actuellement en vente chez nous. C'est vrai. Vous pouvez disposer de tous les éléments. On notre casquette de vendeur. Non, de vente. Mais ces deux voitures sont à vendre. Disponibles. Exactement. À vous de jouer et merci de nous suivre. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Salut!